La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on plonge dans les eaux troubles de la curie romaine, Le Monde, les secrets du Vatican. Et puis on s'interroge sur la capacité du cinéma à raconter le mal absolu. Libération, Le Fils de Saul, Auschwitz en spectacle. Et pour le reste, on est beaucoup plus prosaïque. Le Figaro, réforme du Code du travail, beaucoup de bruit pour rien. Et l'Opinion, 8 Français sur 10 victimes du choc fiscal. On parle naissance pour commencer. Mais oui, ça c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Baisse des naissances. Les Français ont le bébé blues. Bah oui, c'est pas de chance. On se disait qu'il nous restait au moins ça, notre superbe natalité, nos 2 enfants par femme dans une Europe vieillissante. D'après le Parisien, l'INSEE aurait identifié une baisse de 2,75%. Et les marchands de landau feraient des crises d'angoisse. Le journal avance des hypothèses. La baisse du nombre de femmes en âge de procréer, peut-être un pessimisme un peu plus marqué. Mais Florence de Guen pointe surtout les changements dans une politique familiale qui avait été sanctuarisée depuis l'après-guerre. Baisse des allocations, du plafond du quotient familial et surtout des aides pour la garde d'enfants. Bon, le journal relativise. La France demeure quand même un des pays les plus féconds d'Europe. Mais un économiste constate, quand on met bout à bout les coups de rabot, ça représente tout de même près de 860 millions d'euros d'économie. Il faut s'en soucier, dit-il. Si la France a pu maintenir un niveau de protection sociale aussi important, conserver un système de santé généreux et garantir un certain niveau de retraite, c'est d'abord parce que chaque année, il naissait en moyenne en France plus de 2 enfants par femme. Ça s'appelle donc le cercle vicieux de la défiance. François Hollande, Nicolas Sarkozy, c'est pas 2012, c'est aujourd'hui dans la presse. Exactement, et les commentaires sont pas tendres ce matin, bon évidemment sur le tâtonnement fiscal du gouvernement, et pourtant il n'est même pas question de la politique familiale, mais tout le reste. Quand ça veut pas, constate Xavier Brouet dans Le Républicain Lorrain. Lucette en dommage collatéral de la visite de Hollande à Vendeuvre, un vilain bug fiscal venu anéantir l'effet psychologique escompté de la baisse des impôts, l'appel inédit à l'insoumission civique du secrétaire d'État au budget. Et puis hier, l'annonce du report d'1 an de la réforme du financement des collectivités. Entre vitesse et précipitation, l'exécutif écope et colmate les voies d'eau d'une embarcation percée comme une passoire. Mais comme le remarque Michel Urvois dans Ouest France, il ne s'agit pas de démontrer que la gauche est nulle et que la droite serait géniale. L'une et l'autre rivalisent de trouvailles qui augmentent et obscurcissent une fiscalité à laquelle personne ne comprend plus rien. D'ailleurs, si les éditorialistes raillent François Hollande, ils en ont à peu près autant pour Nicolas Sarkozy. Dans La Voix du Nord, Mathieu Verrier s'amuse. Nicolas Sarkozy a retrouvé un peu d'autorité. Dans son discours, du moins. Si le Karcher est rangé dans l'armoire des vieux artifices de communication, la fermeté est de règle. Rue de Vaugirard, on étale l'arsenal sur la table. Oui, visiblement, il n'y a qu'un seul point en ligne de mire, c'est 2017. Voilà, Nicolas Sarkozy, invité à débattre par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sur Europe 1, c'était il y a quelques minutes. On attend évidemment la réponse du président des Républicains. La droite et ses démons à présent. Oui, parce que ça, c'est la une de l'Express et elle ferait presque peur. Et en fait, c'est le but d'ailleurs. Les démons de la droite, Patrick Buisson, Éric Zemmour et Philippe de Villiers dans une lumière rougeoyante, une fumée sulfureuse. Parce que, figurez-vous qu'ils ont un plan. Ils veulent dynamiter l'offre politique pour 2017. Alors, pourtant, dans son éditorial, Christophe Barbier raille tous ces commentateurs qui jouent à se faire peur, notamment en imaginant une victoire du Front National à une élection présidentielle. C'est le souffle brûlant de l'histoire dans les ailes des plumitifs, écrit-il. C'est le moment de vérité où l'on doit choisir, résister ou collaborer. Bref, on se refait le coup des heures les plus sombres. Dans Charlie Hebdo, justement, Riss revient sur le débat autour de la republication de Mein Kampf. On ouvre Mein Kampf avec un frisson, comme on ouvre 50 nuances de grès, écrit-il. Et comme pour 50 nuances de grès, on est déçu. Mein Kampf a mal vieilli. La seule chose, dit-il, qui ne semble pas ridicule au milieu des obsessions sur les bolcheviks ou le métissage décadent, c'est l'antisémitisme toujours bien présent. Mais, nous dit Riss, en 2015, la haine a changé de forme. Si les obsessions de sang pur de Hitler ont pris un coup de vieux, écrit-il, c'est dans les identités religieuses que la haine de l'autre s'est recyclée. Le patron de Charlie pointe la tentative d'assimiler race et religion. Quelle catastrophe inédite cette spécificité de notre époque engendrera-t-elle demain ? En 2015, c'est peut-être le journal de 20 heures qu'il faut regarder comme on lit Mein Kampf, dit-il. Tout y est déjà révélé et personne ne s'en est encore aperçu, écrit justement celui qui a payé pour que nous puissions ouvrir les yeux.
Des fleurs là où on ne les attend pas forcément, Natacha. Mais oui, ça c'est une photo dans les dernières pages du Monde, une photo étrange et poétique, une étendue infinie de fleurs rose fuchsia. Elle tapisse actuellement le sol du désert d'Atacama au Chili, le plus aride du monde. Et oui, El Niño, le phénomène climatique qui cette année est plus intense, a apporté la pluie et fait germer ses merveilles. On pourra s'interroger évidemment sur la responsabilité du dérèglement climatique, mais après avoir tout simplement admiré. Et pour finir, il y a le café et puis il y a ce qui se passe avant le café du matin. Mais oui, figurez-vous que le Forum économique mondial vient de publier la liste des 14 choses que font avant le petit déjeuner ceux qui ont réussi leur vie. Alors nous, on fait plein de choses avant ça, mais bon, la liste précise, vous la trouverez sur le site Rue 89. Donc, les entrepreneurs, les winners, au réveil, eh bien, ils boivent 1 litre d'eau, ils font leur lit parce que les rituels rendent plus productifs, ils font du sport, ils dressent la liste de leurs objectifs de la journée, ils avancent sur un projet personnel, bah oui, un petit roman à 16 heures perdues, c'est pas mal, et puis ils s'adonnent même à un peu de méditation. Tout cumulé, Rue 89 à calculer, ça fait quand même 3h26, mais heureusement, on n'est pas obligé de tout faire. Certains se contentent de penser à 2017, d'autres inventent des mesures fiscales pour pouvoir les abandonner le lendemain. Mais vous pouvez aussi admirer des fleurs dans le désert ou faire remonter la natalité. C'est le choix. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.